Aujourd'hui, je reçois Annick Pomon, qui est DRH chez Kelprof et qui a un parcours essentiellement dans des startups en phase de scale-up. C'est une phase qui m'intrigue beaucoup. Comment on réussit ou comment on rate ce passage qui est à la fois excitant et en même temps risqué pour une entreprise. Annick nous partage tout, ses meilleures pratiques et c'est top parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle va vous raconter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Annick et merci d'être là avec nous. Bonjour, merci Alors pour Annick, l'invitation. mais de rien. Oui, il faut faire attention avec moi. J'ai tendance à aller plus vite que la musique. Donc je vais vous laisser le temps de parler parce que cet épisode, il est sur vous et pour vous. Et justement, ma première question, c'est est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes D'accord. et pourquoi vous avez envie de parler du capital humain? Alors, je suis Annick Pomon, je suis actuellement DRH chez Superprof et j'ai un parcours RH de 20 ans aujourd'hui. Donc, au mois de janvier, j'ai fêté les 20 ans de ressources humaines. Félicitations. Vraiment un métier, on va dire, mission-passion, parce que 20 ans, c'est pas rien et j'y suis Ouais. toujours. J'ai eu l'opportunité de travailler dans des grands groupes, dans des startups, dans des scale-up américaines, allemandes, françaises, donc, et l'opportunité d'avoir une dizaine d'années plutôt sur des métiers de terrain spécialistes RH. J'ai vu évoluer aussi le scope, qui est venu plutôt ajouter des nouvelles missions, de nouvelles responsabilités, mais pour le bien aussi et l'évolution du métier. Et ensuite des fonctions de RRH et de DRH, où je suis souvent arrivée dans des contextes de transformation, de conduite du changement, soit comme première RH, soit en pleine mutation en fait de l'entreprise vers un nouveau modèle. Voilà. Alors moi, j'avoue que je suis assez intéressée. J'aimerais bien qu'on parle un peu aujourd'hui scale-up. Parce que finalement, on en parle plus que ce qu'on en croise, hein, et que j'imagine que quand on est DRH, être DRH dans une entreprise en croissance, ça a vraiment des conséquences sur le métier. Oui. Ça va dépendre aussi, je pense, de comment on va positionner les RH dans cette organisation. Ouais. En milieu startup, en milieu scale-up, quand on passe de start to scale, comme on dit dans notre milieu tech aussi, il y a un vrai enjeu d'accompagner en fait une mutation, je dirais, une transformation, quelle qu'elle soit, comment on va continuer à faire les choses pour pouvoir permettre de continuer la croissance. Et avec tout cet enjeu de peut-être qu'avant il n'y avait pas de RH, donc aujourd'hui on va avoir un cadre ou besoin de poser des bases et des fondamentaux et moins du direct du coup, Mhm. de repenser l'organisation avec des échelons et du middle management qu'on connaissait moins parce qu'on pouvait Mhm. potentiellement directement parler aux dirigeants, voire aux fondateurs quand on parle peut-être Ouais. de start et Mhm. de scale. Donc une façon de communiquer, d'échanger, de on va dire contact transverse équipe aussi qui vont se transformer. Et du coup, en tant que RH, tout ça, c'est challengeant, mais c'est excitant. Et c'est, à mon sens, avant même de parler comment on va processer ou comment on va mettre en place, la mission de la DRH, c'est surtout de faire comprendre quel va être son rôle dans cette organisation et quel est son rôle dans cette mission. Son rôle, c'est de pas travailler à côté et de processer, de mettre en place du cadre, c'est d'accompagner avec ses équipes, avec les équipes, le cadre. Et parfois, et c'est comme ça, et ça fait partie de la vie de chacun aussi, il y a des gens qui sont faits pour de la start-up et pas de la scale-up. Voilà, ça comprendre aussi comment on va positionner les gens dans l'organisation, leur expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va travailler avec eux, que forcément les choses vont évoluer. Alors on ne dit pas tout de suite changer, en général j'aime bien dire évoluer, Ouais. se transformer pour le bien de l'orga et pour sa stabilité aussi, parce que sinon ça devient une organisation qui potentiellement pourrait être ingérable en fait sur tous les pendants en soi et le contexte qu'il y a autour, et essayer de garder quand même un ADN qui donne envie, parce qu'au départ quand on rejoint une startup, je pense que c'est pour certaines raisons aussi, donc forcément garder un ADN culturel, je pense, qui donne envie, en sachant que oui, ça va se transformer. Donc c'est aussi les personnes qui se transforment avec l'organisation et leur montrer que les opportunités, elles vont être possibles en tant que DRH. Voilà, je pense comment je positionnerais, en tout cas moi dans mon expérience, le rôle dans la phase start et accompagner la scale-up.
c'est ne surtout pas être à côté, c'est être dans le business, avec le business et accompagner en expliquant l'intérêt en fait du changement aussi pour eux et pour l'organisation. J'appelle souvent ça le win-win aussi pour les équipes. Ouais, mais vous soulignez un point important que moi j'ai pu connaître dans ma startup, c'est-à-dire qu'effectivement, un des enjeux, c'est de faire comprendre à des équipes qui étaient habituées à un certain mode de fonctionnement que le mode va changer et que c'est pas négociable et c'est pas facultatif. Et de se poser la question de comment on les aide aussi à s'approprier le nouveau mode de fonctionnement, parce qu'il y en a, on n'a pas envie de les voir partir. On Mhm. a envie qu'ils restent, mais qu'ils acceptent qu'effectivement, ils vont plus forcément s'adresser à la fondatrice en direct, qu'ils vont devoir peut-être passer par une courroie managériale supplémentaire. Comment est-ce que vous recrutez et comment est-ce que vous formez ces managers qui justement vont arriver et qui peut-être vont s'intercaler entre celui ou celle qui est à l'origine de l'entreprise et les équipes qui étaient à l'origine de l'entreprise aussi. C'est un enjeu qui est pas simple, ça, quand même. Alors oui, effectivement. Du coup, sur cette partie, j'appelle souvent manager terrain, mid manager aussi, Mmh. surtout dans cette taille d'organisation. Ça va quand même être, pour moi, des personnes qui vont avoir une importance forte, parce que c'est elles qui vont aussi permettre de comprendre ce qui se passe, je dis souvent sur le terrain, Mmh. parce que qu'on soit 100, 130 et encore plus, la DRH, pas avoir les yeux entre guillemets partout, et je dis pas qu'on surveille, mais ça, comprendre là ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi important. Et c'est eux les premiers, aussi bien en frontal, hein, parce que c'est eux que les équipes Ouais. vont les voir en premier, finalement, petit à petit. Donc c'est vraiment les légitimer sur ça. Donc la façon dont j'avance dessus et expliquer ce contexte de changement, je pense que c'est de définir la base même de l'organisation avant de parler de recrutement. Donc travailler vraiment avec la direction, avec les personnes qui sont là et qui connaissent aussi l'organisation peut-être Ouais. mieux que moi. Ouais. Attention, toute Mmh. prétention n'est pas bien placée sur ce sujet à mon sens. Et essayer de comprendre, voilà, l'organisation, elle est comme ça aujourd'hui, comment on la projette demain. Et cette projection implique la création potentielle de postes middle manager, directeur. Bref, ça dépend de la taille et de ce dont on a besoin. Pas surtout pas copier-coller, mais comprendre comment notre organisation va évoluer. Et en fonction de ça, il y aura forcément des opportunités, c'est ce que je dis souvent à mes Oui, bien managers, sûr. qui Vous vont se avez raison. créer en interne, Mmh. euh, sur des postes de management ou sur des postes différents, même dans l'équipe RH, c'est arrivé qu'on m'ait accompagné, on s'est rendu compte, bah là, on va créer un poste qui va aussi travailler avec moi sur la formation, par Mmh. exemple, justement, Mmh. et de l'externe. Ce qui permet en fait d'avoir une conduite de cette transformation et du changement qui est impliquée, engagée, engageante, impliquante, comme je dis souvent, Ouais, mais avec les équipes. Et effectivement, elle est aussi sur l'externe, là où on va identifier qu'en interne, on n'a peut-être pas déjà les ressources aussi. Bah, c'est aussi de pouvoir expliquer ce cheminement de la construction de l'organisation et des managers et ensuite de les accompagner dans la formation pour que eux aussi aient une façon de communiquer, j'aime bien dire alignée mmh. entre managers et entre équipes. Quand on scale, en plus, c'est bien de s'aligner. Sinon, chacun fait sa communication dans son coin et c'est ce qui peut être aussi très compliqué à gérer, que c'est bien pour les équipes, hein, parce que forcément, les infos sont différentes et c'est pas l'intérêt. Donc, je dirais, c'est vraiment penser l'organisation, comprendre comment les forces en fait en présence aussi et créer des opportunités. Si un besoin d'ouvrir en externe, donc recruter de cette manière-là, et ensuite venir mettre les forces en présence autour d'une table pour créer en fait, on va dire, une communauté managériale assez alignée, qui se challenge aussi. Je pense que c'est sain quand c'est bien fait, pour Mmh. pouvoir justement continuer à avancer et ajuster cette organisation de start to scale dans le temps et se projeter, comme je dis souvent, étape par étape pour ne pas non plus aller trop vite ou pas assez. C'est toujours le bon tempo, le bon Ouais. à trouver et avoir ensuite des managers qui sont, voilà, en tout cas, qui ont les clés, les outils, pas pour autant laisser abandonner, etc. Mais en tout cas, des clés, des outils avec un programme manager comme j'ai pu mettre en place assez régulièrement sur plusieurs années avec des capsules terrain, avec du codev. Et moi, j'ai des points réguliers avec eux. Et c'est moi qui fais un peu l'intermédiaire cascade entre direction et management quand il y a besoin sur les gros programmes de scale, de start to scale. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que en fait, vous n'arrivez pas en disant je sais tout, je vais vous expliquer la vie, mais vous arrivez en considérant que vous êtes vraiment une business partner et que vous allez aussi écouter les gens qui sont déjà là, les gens qui étaient à l'origine, leur expliquer et faire beaucoup de pédagogie. En fait, quand je vous entends, moi je vois souvent des gens qui pensent que ça va aller plus vite
en étant très top-down. Et vous, ce que vous dites, c'est que, il y a une logique de consultation et d'écoute, et vous considérez certainement que c'est plus efficace si vous le faites Oui, comme ça. Hmm. tout à fait. Justement, je suis pas top-down. Sur tous les programmes qu'on a mis en place dans l'entreprise dans laquelle je suis super prof aujourd'hui, mais même celle d'avant. Ça fait Ouais, à peu près 10 ans que j'ai cette casquette de DRH, première DRH en général. Donc, je l'ai vécu dans différentes orgas et j'ai pas fait pareil à chaque fois en plus. La d'accord. seule chose que j'avais comme, en tout cas, conviction RH personnelle aussi, c'est que les choses se feront et avanceront uniquement si j'arrive à créer de l'adoption et de l'adhésion et pas la main posée. Hmm. Après, on est d'accord, pas d'accord, je donne Oui, mon point de vue, mes conseils, etc. Et aujourd'hui, voilà, chez Superpreuve, quand je suis arrivée, c'était une organisation flat. Il n'y avait pas de middle management, par exemple. d'accord. Hmm. Aujourd'hui, on en a. Ils ont un programme, ils sont identifiés et on est capable d'échanger. Je les écoute, ils m'écoutent et en fait, ensuite, on construit le mieux ensemble. En fait, je pense que voilà, je suis très collectif, c'est très fort pour moi aussi. Je suis convaincue qu'on réussit pas tout seul, donc c'est comme ça qu'on réussira mieux si on travaille ensemble, en tout cas en entreprise. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Et parfois, comme dans tout métier et en RH, il arrive qu'on soit quand même obligé d'avancer ou de porter un message ou de faire certaines Bien sûr. décisions. Hmm. Moi, je dis toujours, le plus important, c'est pas, alors, je vais mettre plein de guillemets, ça va pas être forcément simple, mais mon objectif, ça va pas être de dire je suis d'accord, pas d'accord. Ça, je l'ai déjà dit à qui il fallait le dire. Je suis d'accord, pas d'accord. Mais en Hmm. tout cas, c'est que les gens comprennent. J'essaie toujours de dire le plus important, les gens peuvent comprendre. C'est pas le fait de dire quelque chose qui vont pas leur faire plaisir, c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est qu'ils comprennent pas pourquoi on le fait, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, je suis d'accord. Je bois du petit lait, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est pour ça que je vous interromps pas d'ailleurs, parce que si voilà, ça m'interpellait, je le dirais. Bien sûr que on croit aller plus vite en étant un peu à la hussarde, et c'est une erreur stratégique absolue de vouloir faire de la transfo, parce que finalement, le scale, c'est de la transfo, et faire de la mhm. transfo en voulant aller vite, c'est quand même la meilleure façon d'aller lentement. Vous avez prononcé un mot que j'aime beaucoup, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Vous avez parlé du codev. Alors, je sais que certains le pratiquent, mais je vois qu'il y a encore des entreprises qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est que le codev, et pourquoi vous l'utilisez? Alors le CODEF, c'est un type, on va dire, je dirais pas formation, je dirais initiative. J'aime pas trop le mot formation Mhm. de manière générale en fait. Une initiative où on va réunir, alors je parle pour les managers parce que c'est pour eux que je l'avais fait, autour de la table. Donc je l'appelle maintenant ma communauté de managers, parce qu'ils sont une vraie communauté, ils ont des vrais liens qu'ils ont créés même sans moi maintenant, donc c'est C'est bien. cool. Et où on va suggérer en tout cas une problématique, un sujet sur lequel une ou deux personnes a des difficultés ou est en train de vivre dans son équipe, pour qu'ils arrivent à trouver une solution ensemble autour de cette table et qu'ils s'aident de manière assez naturelle. Ça crée du lien fort et de la confiance, je pense, entre les Ouais. managers. Voilà, que je mets en place aujourd'hui. Et chez Superpros, ce qui est canon en plus avec ça, c'est qu'on a une très bonne relation, mon équipe RH et moi, avec ces managers qui nous sollicitent même pour en faire nous avec eux. Ah oui, parce que Oui, c'est top. C'est-à-dire il y a une vraie proximité et une vraie oui, confiance. Parce que c'est ça. le codev, c'est un moment où on expose souvent une vulnérabilité, un Mhm, problème, un point de tout à fait. fragilité. Et c'est hyper efficace. Moi, je le pratique dans mon club d'entrepreneurs, et je trouve ça hyper efficace. Oui, Mais c'est vrai que pour que ça soit efficace, il y a une vraie notion de relation de confiance. Donc, oui. vous y inviter, c'est un témoignage de confiance. Donc voilà pour le codev, et on l'a mis pour répondre à la question en entier. On l'a mis en place justement avec les managers qui étaient très juniors en plus. Ouais. Comme j'ai dit, il n'y avait pas de middle management, donc l'idée c'était d'avoir créé déjà cet orga avec les managers, et donc ils étaient plus ou moins juniors en termes d'expérience managériale ou d'expérience tout court professionnelle, mais voilà. Et ça a permis vraiment de créer une vraie confiance entre eux, de se rendre compte que les problématiques partagées par un, sont parfois les problématiques partagées par tous et toutes, et donc s'aider mutuellement, de pas se sentir isolé dans son rôle de manager. Et aujourd'hui, d'être capable de se rapprocher d'un manager, même en dehors justement de ce format, pour échanger quand on a une problématique. Ouais. Ouais, Plus apprendre à facilement. demander de l'aide entre pairs. Voilà. Ça, Parce que ça. comme je leur dis souvent, parce que moi je fais aussi ça avec eux une fois ou deux dans l'année, mais pas autour du codev, mais j'appelle ça notre temps fort manager et RH.
Mmh. où je leur demande si ça va, et puis on parle de l'année d'après, qu'est-ce qu'on attend, nous, qu'est-ce qu'ils attendent, eux, et on essaye ensuite de construire le programme ensemble. Et je leur dis toujours, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Ah bah non, non, mais c'est bien de le rappeler. Voilà, donc Ouais, ouais. rappeler les messages un peu forts, Mmh. demander de l'aide n'est pas une faiblesse, et tant mieux, et ça nous rend humains, non? Donc Ah bah, voilà. je dis souvent que l'entreprise valorise beaucoup ce qu'elle appellerait la force et qu'elle confond avec la dureté. Mmh. Et je pense que demander de l'aide est une force. Et serrer les dents, c'est quand même la meilleure façon de se fracasser la mâchoire au bout d'un moment. Et vous l'avez sûrement vu, et moi je l'ai vu. C'est-à-dire les gens moi tout seul, et qui serrent les dents parce qu'ils considèrent que c'est ce qu'on attend d'eux, sont souvent ceux qui craquent aussi, hein. Mmh. C'est un peu la fable du chêne et du roseau. Moi, mon sujet au quotidien, c'est la santé mentale des salariés. Quand on travaille avec des équipes et que on est en phase de croissance, alors c'est forcément excitant, mais ça doit être aussi fatigant. Est-ce que vous considérez qu'il y a des risques particuliers sur la santé mentale dans des phases comme ça de développement et d'accélération du développement? Ou est-ce que le fait qu'il y ait quelque chose de très positif fait que ça gomme les risques? C'est un sujet qui est forcément présent, D'accord. puisque dans cette phase de start to scale, on demande quand même malgré tout en fait d'être toujours agile quelque Mm, part et de mm, s'adapter aux changements, parce qu'on en a parlé un peu. Moi, j'aime beaucoup avancer étape par étape, mais il faut quand même avancer. Donc, il faut trouver en oui, fait toujours oui. ce juste équilibre, le tempo, comme je dis à mes managers et même à mes Mhm, équipes, le bon tempo. Et puis les priorités peuvent changer quand même du jour au lendemain, parce qu'il faut ajuster, parce que le contexte marché, parce que une priorité client, bref, c'est j'en sûr. passe, je pense, comme Mm, toute entreprise. Et du coup, c'est un sujet qui est important pour moi aussi. Donc je suis très proche en fait quand il y a possibilité et que les relations se créent de manière très constructive. C'est quelque chose que je mets en place très vite dans les entreprises où j'arrive, c'est créer un lien privilégié avec notre service de santé au travail. d'accord. Ah oui, Il d'accord. est là aujourd'hui. Et du coup, on a un plan en place. On met en place des rituels autour de la santé avec les équipes, des conférences, mais je m'appuie beaucoup sur nos services de santé au travail qui sont compétents Bien déjà. sûr. Et du coup, on a voilà, des points privilégiés. Nos jeunes managers, c'est une des premières formations que je leur ai faites, c'est autour des risques psychosociaux et de la santé mentale, parce qu'avant même d'aller sur le terrain, bah, eux déjà d'apprendre à comprendre qui ils sont. Je pense que c'était important pour moi et Ouais, mais pour eux. c'est mais c'est fondamental, vous avez Donc en raison. fait, on met pas mal de rituels en parallèle avec eux. Et parce que oui, ça ira quand même vite, d'une certaine manière. En tout cas, la vitesse sera différente. Mm. Euh, les priorités arriveront quand même. Et je pense que c'est juste avoir des espaces de respiration. Je pense que c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi d'avoir le moment que les managers ont sans nous. C'est bien parce que voilà, le moment qu'ils ont avec nous, parce que c'est vraiment un moment où il n'y a pas de record en fait sur cette réunion. Donc les personnes D'accord. qui ne peuvent pas venir m'ont déjà dit oh, on aimerait bien, parce que du coup c'est sympa aussi, ça veut dire qu'ils aimeraient bien être là. On Oui. est en vacances, on pourrait pas être là à cette date, est-ce que ça va être enregistré? Je dis non, parce que l'objectif c'est que ce qui se partage dans cette pièce reste dans cette pièce. Non, mais c'est la confiance, toujours, c'est important. Mm. Donc après, je débriefe sur les sujets, mais voilà, et c'est aussi le moment où je pense que dans l'année, on en prend deux, trois avec nos managers et mon équipe RH, que j'appelle ces espaces de respiration et de partage. Ce qui se dit là reste là. Évidemment, d'un point de vue RH, Mm. ça me permet aussi de détecter les signaux aussi, parfois suivi d'une phrase, un mot. Donc, ces sujets autour de la santé mentale. Et du coup, ensuite, on adapte le programme où à la fin de ce meeting, les managers qui sont justement à se dire je sens que ça va pas aller. Bah, c'est moi en sortant de ce meeting, souvent j'ai Annick, est-ce qu'on peut se parler la semaine prochaine, Annick, parce que justement on a remis un peu ce lien. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça après, moi je fais ce travail plutôt en continu. Après, j'ai pas de baguette magique, attention. Mais Non. j'essaye de garder le lien. Après, je suis dans des entreprises où j'ai la possibilité, on est Oui. 130, 150, Oui. etc. Et dans mes autres entreprises où ils ont été plus nombreux, où on est en phase de scale beaucoup plus rapide, bah, Annick, elle est pas seule en RH, c'est l'équipe RH. Et parfois, on est plus à l'aise avec un membre de mon équipe que moi, et c'est la Oui. vie. Oui. Et c'est Mm. pas grave, et c'est OK tant qu'on est prêt à parler à quelqu'un. C'est ce que je dis toujours.
Donc, c'est comme ça que je le vois. Et oui, c'est un sujet central et fondamental que ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier qu'on a trop mis de côté. Je pense justement au début, c'est un sujet dont il fallait surtout pas parler. Bien C'était sûr, vu comme un signe de faiblesse. Si bien quelqu'un, sûr. voilà. Et je pense que à l'inverse, pas du tout. Et plus on en parle, plus ça libère la parole et plus ça donne aussi aux gens on est humain, on est une entreprise, certes, mais on reste humain. Et je pense qu'un c'est pourtant très basique ce que je vais dire, mais quelqu'un qui se sent bien travaillera mieux. Donc la performance sera au rendez-vous. C'est Alors, tellement basique, mais non, non, j'ai non, envie de le dire. Donc non, 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 c'est pas basique, c'est prouvé. Et pourtant, il y a encore quand même des employeurs qui pensent que c'est la pression, et moi j'en croise encore, hein, qui pensent que c'est sous la pression qu'on est meilleur. Et pourtant, c'est prouvé que c'est dans le confort qu'on est le meilleur. Donc, si je résume, vous n'avez pas de recette magique, mais quand vous arrivez quelque part, vous commencez par écouter et consulter. Vous encouragez les gens à demander de l'aide et à s'aider entre eux. Et vous ouvrez la parole pour que les gens se sentent autorisés à dire. Et là, je dirais qu'on a quand même des clés de succès importantes. Est-ce que j'ai bien résumé, Annick? oui, c'est tout à fait ça. Eh C'est bien, un super merci résumé. beaucoup. Merci d'avoir partagé ces clés de succès qui sont des recettes magiques que je vois encore un certain nombre d'entreprises oublier. Donc, ça permettra d'avoir un petit rappel. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.